Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Bertrand. Alors, j'ai envie de la faire à l'américaine, le CEO de Cegid. Bonjour. Directeur général de Cegid. Oui. Patrick Bertrand, vous avez décidé de lancer un incubateur de start-up. Alors, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de l'actualité high-tech, déjà, qu'est-ce que c'est un incubateur ? Alors, c'est intéressant d'ailleurs, effectivement, de le dire, parce qu'il y a plusieurs phases dans une start-up. Un incubateur, c'est comme une couveuse. C'est-à-dire que des jeunes ou moins jeunes ont une idée, ils voudraient la structurer, donc il faut les aider à structurer cette idée pour qu'elle devienne un projet. Et puis après, on passe à une deuxième phase, qui est le sens de l'action que nous avons menée et de l'accord que nous avons passé avec EMM Lyon, qui est un accélérateur. C'est une fois que le projet a été conceptualisé, qu'il a une réalité, eh bien, il faut accélérer ce projet, c'est-à-dire qu'il faut l'amener au marché et que cela devienne à ce moment-là une véritable entreprise. Donc c'est la chaîne, hein. On couve, oui, on incube et puis après on accélère. Alors on a fait un peu de vulgarisation, maintenant on rentre dans les faits. Ça s'appelle Digital Booster. Derrière on retrouve l'EM Lyon, l'école, et Axeléo, qui est un accélérateur de start-up. Comment Cegid, que vous représentez, l'EM Lyon et Axeléo se retrouvent ? Alors, d'abord, replaçons ça dans un cadre le plus général. Le cadre général, c'est la création par Cegid d'une fondation et d'un fonds de dotation. L'objectif, c'est quoi? Comme une entreprise, il y a un plan stratégique autour de cette fondation. C'est d'une part de favoriser l'insertion, l'éducation, tout ce qui concerne la santé et l'entrepreneuriat, avec un levier qui est le numérique, c'est à faire en sorte qu'on soutienne et qu'on aide des projets qui ont trait à ces 4 thématiques à partir du numérique. Donc dans ce cadre-là, c'était assez naturel de s'intéresser à tout cet environnement, ce foisonnement absolument formidable des startups. Donc on est amené à passer un certain nombre de partenariats avec des acteurs, Axeléo qui est un accélérateur, EM Lyon qui a créé un des plus anciens incubateurs de France, et il nous a semblé que c'était cohérent, en partenariat, d'essayer de participer à cette dynamique de la French Tech en créant un accélérateur supplémentaire qui va s'appeler Digital Booster. Digital Booster, 2 millions d'euros pour lancer des startups. Vous venez de dire que c'était important. On a compris que c'était un écosystème. C'est important la notion d'écosystème dans le numérique. Très important, oui. Mais pourquoi me donner 2 millions d'euros Alors, ce n'est pas 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est le budget global, c'est l'enveloppe globale de la fondation et du fonds de dotation, puisqu'on soutient un certain nombre d'autres projets. Par exemple, cette semaine, il y aura une réunion chez Cegid autour de Entreprendre pour apprendre. Là, il s'agit de booster une organisation qui va dans les écoles pour aider les jeunes à comprendre ce que c'est que la notion d'entrepreneuriat. Donc la logique, elle est de consacrer non seulement de l'argent, mais aussi impliquer les collaborateurs et collaboratrices de Cegid. Vous y gagnez quoi? Parce que je vais le faire un petit peu cynique, mais... Non, mais c'est pas du tout cynique. Non, mais moi je vous le dis, on voit pas mal d'entreprises qui disent venez chez nous, on va vous booster, et puis derrière, on vous tue, on récupère votre technologie. Ah oui, ça arrive ça dans le numérique. Non, mais alors ça, il y a plein de... Alors déjà, le premier élément de votre question qui est extrêmement intéressant, c'est pourquoi une entreprise va créer une fondation, pourquoi elle a vocation à essayer de participer finalement à son écosystème, quel qu'il soit, avec les objectifs que j'ai rappelés tout à l'heure. Bien tout simplement parce qu'une entreprise qui ne s'ouvre pas sur l'extérieur, c'est une entreprise qui est auto-centrée et qui meurt. Donc le premier objectif que nous avons, c'est l'ouverture. Et ce n'est pas simplement de remplir les plaquettes ou les rapports annuels avec, vous savez, les 10 pages sous l'affreux acronyme qui s'appelle RSE, Responsabilité Sociale d'Entreprise, mais c'est de faire en sorte que les collaborateurs et les collaboratrices de Cegid participent aux opérations qu'on est amené à soutenir. Donc c'est ça la vocation. Déjà, première vocation, faire en sorte qu'il y ait une espèce de flux continu d'ouverture vers l'extérieur. Après, et je viens très directement à ce que vous évoquez, dans ce cadre-là, il y a aussi une dynamique qui est en train de se créer, un peu de dynamique de co-création, d'open innovation, de travail entre les grands groupes et les startups. Il faut que cela se développe parce que je pense qu'il y a de part et d'autre d'ailleurs une interaction dans ce que l'on peut s'apporter. Puis derrière, c'est de préserver la dynamique de chacun. L'objectif de travailler ensemble, c'est de trouver de bonnes idées, faire en sorte de soutenir les bonnes idées et puis à un moment donné, de travailler ensemble. Donc Cegid le fait depuis longtemps d'ailleurs. On embarque beaucoup dans nos offres depuis très longtemps des modules qui sont réalisés par des startups avec lesquels on travaille en bonne collaboration. Donc si on comprend, on ne va pas être dans une politique où vous allez faire miroiter de l'argent et voler les technologies. Ça arrive, hein, on le voit de plus en plus. La vie est la vie. Après, vous savez, ce sont les hommes et les femmes on est dans une logique où
où ça va vous apporter, j'ai bien compris d'un point de vue humain, où vos collaborateurs vont être invités à aller… Humain et professionnel. Et professionnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire… Ça veut dire que concrètement, si j'ai une technologie qui potentiellement peut vous intéresser, que je suis dans votre booster et que derrière ça intéresse Cegid, ça devient concret, ça devient sérieux, cet innovateur, hein, cette personne qui a envie ces innovateurs et innovatrices d'ailleurs, on les oublie un peu trop. Les Digital Girls, ça existe ça maintenant. Ça sent un peu trop le vestiaire de foot parfois dans le numérique, ça c'est le grand vrai. chantier de demain. C'est une bonne remarque. C'est sympa aussi un vestiaire de foot. mais en tout cas… Football féminin, il y en a. Ouais. Il faut plutôt les mettre en avant parce qu'elles sont là et parfois on a tendance à être derrière les grandes figures qui communiquent le plus et oublier ceux qui parlent le moins mais qui font le plus aussi. Pour finir ma parenthèse, donc ça veut dire que ce qui va potentiellement vous intéresser va servir à construire l'entreprise sans forcément en fait piller des jeunes créateurs. Mais d'ailleurs, on peut être amené dans le cadre de Digital Booster à aider et à sponsoriser, à mentorer des entreprises dont l'activité n'a strictement rien à voir avec celle de Cegid. On n'est pas dans la dynamique où on va focaliser uniquement sur des thématiques qui sont peu ou prou proches des métiers de Cegid. Par contre, ce que l'on a souhaité avec EM Lyon et Axeléo, c'est se focaliser sur les startups, les entrepreneurs, du numérique et si possible en B2B. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples de start-up, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est un peu glorifié la notion de héros. Finalement, l'entrepreneur, c'est un héros. Mais on voit beaucoup d'exemples de B2C, c'est-à-dire de projets qui ont trait à la liaison avec le consommateur. Nous, ce qu'on voudrait, c'est porter et créer une dynamique autour de start-up qui ont des idées techno, des idées de marché, des idées de produits ou de services à destination des entreprises. Parce qu'il nous semble qu'il y a là un domaine d'expérience, un domaine d'expertise, et que finalement, si on regarde sur le long terme, il y a probablement, de mon point de vue, beaucoup plus de chances pour un certain nombre de startups en B2B de réussir, de trouver leur place, plutôt qu'en B2C, puisqu'en B2C, évidemment, on se retrouve dans la concurrence qui existe déjà, qui est très puissante. Et puis surtout, le problème du B2C, c'est que à partir du moment où vous n'êtes pas capable de communiquer, et de faire du marketing, c'est plus compliqué de s'imposer. Absolument. Quand on regarde, vous avez vu récemment la levée de fonds absolument formidable de Zigfox, qui est une start-up toulousaine, qui est en train de mettre au point et de développer une technologie qui permet à bas débit de faire connecter les objets entre eux. C'est absolument formidable parce que je pense justement qu'elle va s'intégrer dans une couche de l'écosystème du numérique qui notamment va être porté par le développement considérable, l'explosion de l'Internet des objets. Bien voilà, ça je crois que ça relève assez bien de ce qu'est un peu le génie français, cette capacité à bien maîtriser la techno et à la transformer dans un usage, mais dans un usage qui va concerner le monde des entreprises entre elles. Alors vous venez de donner un exemple, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'imposer en France, en faisant, vous savez, on a tendance à faire deux distinctions, le hardware et le software. Cegid, c'est une brillante réussite de software. Le hardware, on n'a pas vu d'ordinateur Cegid vendu dans les coins. C'est vrai, mais je me demande d'ailleurs si on peut opposer hardware et software comme c'était le cas dans les temps plus anciens. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, on a chacun dans nos poches des smartphones et de plus en plus, on voit bien qu'il y a une liaison complète entre les applications et le support. Et que de très belles applications sur un support qui n'est pas ergonomique, qui est difficile à lancer, ça ne va pas fonctionner. Donc il n'y a plus d'opposition. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que nos applications soient compatibles justement avec tous les supports qu'utilisent les professionnels et les particuliers d'ailleurs au jour le jour. Qu'est-ce que vous pensez quand certains disent la France ne s'en sortira pas vraiment en numérique tant qu'elle sera dépendante d'Apple et Google qui vont fournir le hardware, donc par exemple les téléphones portables, et le software, iOS, donc le système d'exploitation pour Apple en mobile ou Android. Vous pensez qu'il faut qu'on lance des équivalents français? Je ne crois pas à la fatalité de l'échec. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'en France, et c'est reconnu dans le monde, il y a un génie inventif, il y a une qualité de développeurs absolument remarquable, il y a des vrais marketeurs aujourd'hui, des ergonomes, donc on trouvera notre place dans cet environnement. Ceci étant dit, la question que vous posez est une question plus générale, qui est la problématique qui est liée aux positions entre guillemets de monopole que peuvent avoir certains acteurs. À nous de trouver dans l'environnement les acteurs avec lesquels on peut travailler
travailler, on peut travailler sans se trouver dans une logique de fourche godine. Oui. Et probablement d'ailleurs dans le futur, je lisais une interview de Pouzin qui est le français, qui a été un des concepteurs avec le projet Les Cyclades d'Internet. Il disait il faudra probablement réinventer Internet parce qu'aujourd'hui la techno est complètement obsolète. C'est vieux Internet. Hein. Absolument. Et donc voilà, tout est ouvert et je crois que plutôt que de se dire ah ben les jeux sont faits, il faut plutôt exprimer que, et on le sait bien notamment dans le football, les jeux sont jamais faits. Oui. Il y a toujours de la place pour une équipe jeune, dynamique et qui va aller de l'avant. Digital Booster, on en parlait en début d'émission, avec la possibilité d'avoir des jeunes et des moins jeunes. Hein. Ouais. On a tendance à imaginer le jeune de start-up avec ses boutons et ses grosses lunettes noires. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer durant les prochains mois? Au mois de mai, vous allez recevoir une vingtaine de dossiers, les sélectionner? Alors on va recevoir des dossiers avant, puisque l'objectif c'est de démarrer dès le 5 mai 2015 et de faire en sorte que dans un cycle de 3 mois, eh bien, ces entrepreneurs, entrepreneuses qui ont un projet eh bien, sortent de cette période d'accélération avec finalement non plus un projet d'entreprise, mais une entreprise qui va aller sur le marché, qui a des nouveaux clients et qui va se développer. Et il y a un point qui est assez essentiel dans cette période-là, c'est aussi de faire en sorte que les entrepreneurs qui ont eu l'idée qui a été couvée, qui a été émergée et qui a émergé dans le cadre de l'incubateur, eh bien, comprennent aussi que peut-être à un moment donné, il faut pivoter. C'est un point qui est tout à fait essentiel. J'allais vous dire, quelque chose qui est important dans le monde des startups, c'est que souvent on voit des startups faire des grosses levées de fonds et avoir beaucoup d'argent, mais derrière être incapable de marketer le produit, de le lancer. On a l'exemple régulièrement sur les plateformes de crowdfunding comme Kickstarter, où il y a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain avec 1 million, 2 millions, et qui 2 ans après disent bah, « je suis désolé, on n'a pas pu lancer le produit ». Donc forcément d'avoir le M Lion derrière, avoir Cegid, est-ce que ça ne peut pas amener ce qui manque parfois, c'est-à-dire un peu d'argent, mais surtout un savoir-faire? Alors, vous avez tout à fait raison. Au fond, une innovation, c'est une invention qui a rencontré le marché. Et l'objectif d'un accélérateur, c'est cela, c'est de faire en sorte que l'invention, l'idée, se transforme bien en innovation et rencontre le marché. Et effectivement, que la levée de fonds eh bien, amène, non pas, parce que ça c'est la période d'incubation, à la création du produit, mais amène à faire en sorte que le go-to-market, c'est-à-dire la vente et puis la conquête de nouveaux clients, la rencontre avec ce marché, valide le produit, c'est le plus dur, valide le produit ou le service qui a été conçu. Et sur ce plan-là d'ailleurs, un des objectifs de l'accélérateur, c'est de bien tester ces logiques-là et de pousser la start-up à pivoter. Alors de quoi s'agit-il? Pivoter, ça signifie j'ai conçu un très bon produit, une très bonne idée de service, le produit existe, je pense qu'il est destiné à telle cible et je m'aperçois que ça ne marche pas. Ça ne remet pas en cause la qualité du produit ou du service, mais que peut-être l'objectif c'est de pivoter et de l'adresser à une autre cible de marché. C'est fréquent et c'est quelque chose d'ailleurs que nous apprenons dans les très grandes entreprises. Vous savez, on est souvent en logique tunnel, on a une idée, on met en place une équipe et puis on leur fait développer, puis on s'aperçoit que le produit, voilà, que c'est pas le bon marché. Et donc cette agilité, eh bien, elle prend sa source et elle permet d'aboutir à une réalité au travers de cette logique d'accélération dans un temps très court qui est un temps de 3 mois. On ne l'a pas dit, mais le projet Digital Booster s'intègre dans le label French Tech. Absolument. Vous allez me voir arriver parce que pour moi, la French Tech, ça ne sert à rien pour l'instant. Il n'y a pas d'argent, ça fait joli sur les plaquettes. Ça fait 5 mois que Lyon, 4 mois que Lyon et Métropole French Tech, on n'a rien vu. Concrètement, vous l'auriez quand même fait sans la French Tech. Non, alors, oui, c'est intéressant votre question. Moi, je crois à la logique des étendards. Ouais. L'étendard, c'est quoi? C'est un signe de ralliement. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'il y a un ralliement qui s'est créé autour du label French Tech et il n'y a pas eu besoin de loi. Ça a été une impulsion qui a été donnée par Fleur Pellerin à l'époque, qui était secrétaire d'État au numérique. Donc ce ralliement, il existe. Et d'ailleurs, si on faisait une analyse de la valeur de la marque French Tech à l'international, eh bien on constaterait qu'en un an et demi, la vision des pays autour de la France ont une vision qui est beaucoup plus positive. D'ailleurs, on a beaucoup parlé
parler de French bashing, aujourd'hui on est beaucoup plus dans le French celebrating parce que cette dynamique de start-up a été reconnue. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de faire en sorte que cet écosystème génère des dynamiques complémentaires et des dynamiques supplémentaires. Eh bien, finalement, Digital Booster, peut-être que cela se serait fait dans un autre contexte, mais la logique d'étendard fait que les gens se mobilisent et comprennent qu'il y a une dynamique qu'il est possible d'engager. J'ai été de mauvaise foi, je vous ai emmené immédiatement là où je voulais, dans le sens où on a dit un étendard, et il faut quelqu'un pour brandir cet étendard. Aujourd'hui, la question de la French Tech, par exemple, à Lyon, c'est qui la représente? Patrick Bertrand, voulez-vous être le patron de la French Tech à Lyon? C'est extrêmement intéressant. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le groupe qui a travaillé pour le label, ça a été absolument formidable. Il y avait une quinzaine de personnes, il y avait une dynamique extraordinaire avec des origines très diverses et donc accompagnées évidemment par les collectivités territoriales et le Grand Lyon. Donc il y a là quelque chose qui s'est créé, une forme de mêlée tout à fait efficiente. Et on n'a surtout pas voulu que cette phase-là d'incubation soit une phase où il y a des leaderships qui s'établissent, etc. Non, ça a été très open innovation pour reprendre les termes habituels. Nous sommes sur le point de structurer la démarche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on crée une organisation fêtière qui n'a pas vocation à se substituer à toutes les initiatives qui existent sur le terrain. C'est le principe de subsidiarité, mais à un moment donné, vous avez raison de le dire, il faut qu'une organisation porte l'étendard. Il faut qu'il y ait un ou plusieurs. Hein. Et un ou plusieurs, mais en tout cas qu'il y ait une femme, histoire qu'il y ait une organisation fêtière qui porte l'étendard. Après, il faut des hommes et des femmes qui s'impliquent et qui fassent tourner l'organisation fêtière. J'ai toujours évoqué le fait que si je pouvais contribuer à une dynamique qui fasse de Lyon ou qui apporte à Lyon, en plus du football, en plus de la culture, de la danse, en plus de la gastronomie, en plus de nos belles entreprises, une image forte que Lyon est un creuset, un endroit où on peut trouver un écosystème tout à fait remarquable pour faire en sorte que les entreprises se développent et les entreprises du numérique, eh bien si je peux contribuer à cette dynamique, je le ferai. Mais vous savez, c'est très convivial. Et puis, bon, je pense pouvoir dire, puisque votre question était une logique piège, elle n'est pas du tout un piège. Je pense pouvoir dire que mon parcours fait que je ne cours pas après les postes. Par contre, exercer une responsabilité pour effectivement être actif avec une équipe, eh bien effectivement, je suis tout à fait Donc ça vous intéresse partant pour, bien sûr, de diriger la French Tech lyonnaise. Pas de diriger, ça m'intéresse de faire en sorte que Lyon ait une identification qui change un petit peu et qui soit perçue comme une ville dynamique, ancrée dans le monde numérique d'aujourd'hui. On a fait longtemps, mais tant mieux. Ce qui n'a pas été forcément totalement le cas au cours des années précédentes. L'émission a duré un peu plus longtemps que d'habitude. On va terminer sur un bonus parce qu'on est obligé, on l'a annoncé sur Twitter. Un bonus ou un joker? Un bonus. Un bonus. Vous pouvez sortir le joker. Cégide, création de Jean-Michel Aulas. Papy Geek. Magnifique entrepreneur. Papy Geek, né en 49, mais parfois quand on le voit tweeter, on se pose la question s'il est vraiment né en 49 ou en 80, voire en 90. Quel regard vous portez-vous en tant que spécialiste du numérique sur Jean-Michel Aulas qui, personnellement, je trouve qu'il a créé son média. Voilà, il n'a pas eu besoin d'acheter un journal, il a pris son téléphone portable et avec Twitter, il a créé son propre média. @JM Aulas. C'est un vrai bonus. Alors d'abord, le regard que je porte, c'est un regard admiratif. C'est un entrepreneur et c'est un homme de son temps. Et je crois qu'il démontre tous les jours dans tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait chez Cégide, à l'Olympique Lyonnais, dans l'environnement global. Je crois que si on avait des dizaines et des dizaines de Jean-Michel Aulas, s'il y en a d'autres, la France aurait encore plus cette image de dynamisme. Après, l'utilisation de Twitter, bien, finalement, il l'utilise très bien. Twitter est un média. Twitter est un média qui permet d'être en relation directe avec les gens qui ont des questions ou qui cherchent ou qui s'interrogent, à le faire en live. Et donc, c'est un média qui s'inscrit bien dans finalement le panel des différents médias qui existent aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il utilise ce support de façon tout à fait remarquable. Alors après, évidemment, le Twitter, tout le monde le sait, c'est une logique de message extrêmement court et rapide. Donc il faut prendre les choses très au premier degré, sentir l'impulsion, le sentiment qu'a la personne au moment où elle écrit et pas en tirer une logique de stratégie. Le média en question, c'est un média d'immédiateté et de live. Et donc, c'est comme dans une discussion. Dans
dans une discussion, on le voit encore aujourd'hui, on se positionne différemment que dans un long discours ou une conférence qu'on a à faire sur une thématique. Je vais schématiser. D'un côté, on a Jean-Michel Aulas qui snipe et fracasse sur Twitter. Puis de l'autre, on a Patrick Bertrand qui fait des boosters de start-up, mais qui ne tweet quasiment pas. Si, je tweete, mais je l'utilise différemment. Après, chacun, on sait bien que le sport est quelque chose qui est public. Oui. Forcément, le président, surtout un homme éminent comme Jean-Michel Aulas dans le football, est quelqu'un de public. Donc la logique de lien avec ses followers est très différente. Alors moi, j'utilise... Qui tweete plus sur le numérique, Jean-Michel Aulas? Mais il est amené à tweeter sur le numérique et il aura l'occasion de le faire. À plein d'occasions. Il l'a d'ailleurs fait très récemment autour de la Fondation. Et pour ce qui me concerne, moi j'utilise Twitter comme source finalement de revue de presse, d'information. Et deuxièmement, je l'utilise quand je poste des tweets plutôt pour justement poster de l'information, poster des rapports, essayer de participer à la dynamique de connaissances et de réflexion que peuvent avoir les uns les autres sans pour autant donner mon avis sur la thématique que je poste dans mes tweets. Voilà, donc chacun a sa personnalité, chacun ce rôle. Non, pas deux écoles, des écoles complémentaires. Puis au fond, on est complémentaires depuis 20 ans dans la vraie vie, donc c'est pas aberrant qu'on le soit aussi dans nos positionnements Twitter. En tout cas, ça fonctionne déjà avec Digital Booster. Les apprentis innovateurs et ceux qui ont envie d'innover peuvent commencer à surveiller pour déposer les dossiers. Tout à fait. Et ça va jouer autour du mois de mai. Et puis, c'est que le début, parce que quand on met le doigt dedans, après on est foutu. Hein. Mais on continue. D'ailleurs, on s'est engagé pour 5 ans. Et je peux vous dire, Florence, venez, et j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, venez participer à des pitchs. Une journée de pitch, c'est-à-dire vous avez des projets qui sont présentés en 7-8 minutes. On l'a fait la semaine dernière dans le cadre d'un Innovation Dating avec le club Open Innovation Rhône-Alpes. C'est absolument rafraîchissant. Il est impossible de partir d'une journée comme ça sans une idée pour vous-même, à titre personnel, pour vous-même dans votre vie professionnelle, pour votre entreprise, pour vos collaborateurs, collaboratrices. Rien que ça, c'est absolument formidable comme expérience. Ça sera le mot de la fin. Merci. Merci Patrick Bertrand. Merci à tous. On a fait un petit peu plus long que d'habitude, mais pour le coup, on a été assez... on a tout balayé. 360 degrés. Merci bien. Au revoir. Il a même pu traiter son bonus.